Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre Brassard. Je suis le coordonnateur du regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal. Nous vous remercions d'être présents et de participer à cette quatrième activité là, des conférences midi en santé et bien-être des hommes du ROIM. Aujourd'hui, on a l'occasion, on a l'honneur d'accueillir Maurice-Olivier Saunier, qui est intervenant psychosocial au CRIFAS. Donc, il vient nous entretenir là, sur l'accompagnement des hommes qui sont victimes d'agressions sexuelles, les AS. Donc, la façon qu'on va procéder, c'est que Maurice Olivier va faire sa présentation. Puis à la fin de la présentation, on pourra prendre des questions, soit dans la zone de clavardage que vous aurez adressée là, au cours de la conférence ou en direct là, avec vos micros et vos caméras. Pour vous dire aussi qu'à la fin de l'activité, ben, d'ici la fin de la semaine, je vais vous faire parvenir un courriel avec un sondage d'appréciation, la présentation de Maurice Olivier, puis ainsi l'enregistrement là, de la conférence comme telle. Donc, on vous souhaite un bon dîner, une bonne conférence. Donc, je passe à la parole à Maurice Olivier. À toi. À toi. Super, merci beaucoup, Pierre. Donc, je suis bien content d'être ici, de pouvoir parler de notre organisme, de nos services. Donc, comme Pierre disait, je travaille pour le CRIFAS. Donc, c'est le Centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement dans leur enfance. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard dans quelques instants, mais maintenant, on prend aussi les hommes abusés sexuellement à l'âge adulte. Mais historiquement, on était effectivement centré sur les hommes abusés sexuellement dans leur enfance. Donc, moi, je suis intervenant psychosocial. Je fais donc des suivis individuels et de groupe. Je fais toutes sortes de petites choses aussi également, mais c'est principalement ça que je fais. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment un atelier pour voir, comprendre la réalité des hommes victimes d'abus sexuels et les spécificités de l'intervention. Donc, comment on va fonctionner durant cet atelier, c'est que je pense que pour économiser du temps, je veux vraiment y aller d'un coup pour expliquer tout le contenu, je l'espère, en 45 minutes. Puis ensuite, je vais prendre les questions-réponses. Donc, je vous invite à soit les écrire au fur et à mesure dans la conversation ou prendre la parole une fois que ça va être le temps pour répondre aux questions. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est, je vais quand même vous présenter les services du CRIFAS assez rapidement, mais juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on fait, des statistiques internes qu'on a au CRIFAS à propos de la population qu'on voit, les hommes abusés sexuellement. On va voir la réalité des hommes au Québec, donc l'état des lieux. Je vais vous montrer aussi quelques notions sur l'identité masculine et les masculinités, donc au pluriel. Les cas de la masculinité, les conséquences que ça peut avoir sur les hommes, ce qu'on rencontre auprès des personnes qui nous consultent. Bien entendu, on va voir la spécificité de l'abus sexuel au masculin. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte principalement que les hommes gardent le silence parfois sur des décennies? Et ce qu'on va voir aussi, c'est quelques pistes d'intervention auprès de cette clientèle. Donc, voir comment les exigences de la masculinité peuvent des fois aller en contradiction avec les exigences de la relation d'aide. Donc, il y a beaucoup de petites choses qui font en sorte que les hommes se retrouvent avec des barrières, que c'est difficile pour eux de se livrer, de se rendre vulnérables. Et en même temps, il y a peut-être des choses qu'il faudrait prendre en considération pour faciliter cette relation d'aide avec eux. Donc, prendre en considération qu'il y a des choses qui, des fois, peuvent créer des blocages pour les hommes. On va voir les attitudes spontanées des services envers les hommes et qu'est-ce que cette personne-là se présente devant vous. Donc, vraiment, c'est pour vous guider un peu sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir du moins avoir les attitudes aidantes envers les hommes qui se dévoilent devant vous pour concernant des abus sexuels. Donc, l'objectif général, vous offrir une compréhension de la réalité des hommes ayant vécu des abus sexuels et des spécificités. Et le CRIFAS, c'est vraiment un organisme communautaire qui existe depuis 1997. Nous, notre but, c'est vraiment ces services qui sont sans but lucratif. C'est pouvoir les accompagner dans leur quête pour se réapproprier sainement leur pouvoir sur leur vie par le biais d'intervention psychosociale, de psychothérapie. Ça, il faudrait que je l'enlève, c'est pas le cas. Mais c'est ça, on donne de l'information, on fait de la sensibilisation, des activités favorisant la socialisation. Et, euh, et c'est ça. Donc, c'est vraiment, on est une équipe multidisciplinaire pour vraiment amener et accompagner les hommes dans leur cheminement. Donc, on a une approche intégrative et dynamique qui respecte le rythme de l'individu et on prend en compte les relations entre émotion, esprit et corps. C'est vraiment important, surtout que j'insiste sur corps,
On est souvent familier avec le fait que ben, tu sais, la pleine conscience, l'esprit, être au moment présent, c'est des choses qui sont très populaires ces temps-ci et c'est pour le mieux. C'est quelque chose qui est vraiment réputé, qui aide beaucoup pour les personnes qui ont vécu des traumatismes. Toutefois, les abus sexuels et les traumatismes en général, ça a quand même un impact sur le corps aussi de ces personnes-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre aussi des notions sur le corps, sur faire des liens entre les émotions, esprit et corps, pour que la personne puisse vraiment se reconnecter et replonger en quelque sorte dans son corps et mieux sentir vraiment toutes les réactions qu'elle peut avoir dans son corps. Donc, c'est pas juste notre but, c'est pas juste de faire nommer les émotions, c'est de faire nommer les sensations aussi pour que la personne puisse se réintégrer un peu son corps, où est-ce que le traumatisme a eu comme impact, un peu cette dissociation entre la tête et le corps. Donc, si ça vous intéresse, il existe des approches comme la somatic experiencing, qui sont vraiment des approches axées sur le corps. Ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui nécessairement, mais sachez-le, c'est quelque chose, c'est une approche qu'on s'inspire beaucoup pour travailler avec les personnes victimes d'abus sexuels. Donc, nos services, nous, ce qu'on fait, c'est qu'une personne qui nous appelle, on appelle ça une demande d'aide, donc on fait le contact téléphonique. On essaie vraiment de vouloir les rappeler dans les 2, 3 jours ouvrables. Pourquoi? Parce qu'on sait que les hommes, quand ils appellent souvent, ils sont vraiment beaucoup plus comme rendus en crise. Ils ont besoin d'aide immédiatement. Si on ne répond pas assez rapidement, ils vont se tourner ailleurs ou peut-être voir abandonner leur démarche. Donc, nous, c'est notre but, on prend ça en considération. On veut vraiment pouvoir au moins les rejoindre assez rapidement. Donc, quand on reçoit un appel, on essaie de les rappeler dans les 2 jours, 2, 3 jours ouvrables et on va offrir une rencontre d'accueil, donc au moins de la rencontrer la semaine suivante dans nos locaux. On a une réalité de liste d'attente par rapport à nos services. Ça tourne autour de 5, 6 mois généralement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir quand même créer un lien avec eux. Donc, on les invite tout de même à pouvoir aller visiter nos locaux. On approfondit quelques besoins en particulier, on détermine le service qui serait le mieux adapté pour eux et on va quand même les outiller un petit peu avec toutes sortes de choses, au moins pour que le lien soit créé avec eux. Et donc, historiquement, le CRIPHAS, c'est surtout du groupe qu'on faisait, ce qu'on appelait des groupes phases. Et donc, les groupes fermés sont de 8 à 10 hommes ensemble avec 2 intervenants. C'est des durées de 3 heures qui se fait de façon hebdomadaire, donc de 10 à 12 semaines. Et dans les groupes phases, on en a plusieurs selon les thèmes. Et donc, on a la phase 1 qui est vraiment la porte d'entrée. C'est là où est-ce que les hommes, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils vont vraiment faire du groupe spécifiquement sur les enjeux d'abus sexuels. Vous pouvez deviner à quel point c'est un sujet tabou pour les hommes. C'est déjà un sujet quand même assez tabou dans la société, chose que les femmes ont commencé un peu plus à pouvoir enlever vraiment le voile là-dessus dans les dernières années avec le mouvement MeToo. Mais tu sais, c'est ça. Ça reste un sujet quand même tabou. Ça l'est encore plus chez les hommes, généralement. Et donc, tu sais, c'est déjà une grosse étape pour eux d'arriver dans cette première démarche-là de groupe. Donc, c'est la porte d'entrée. On commence à mettre vraiment des thèmes clés ou des concepts clés plutôt pour vraiment qu'ils puissent se comprendre sur qu'est-ce que c'est un abus sexuel, quelles sont les conséquences, donner de la place à la parole. Donc, c'est vraiment un espace pour parler entre les hommes et en second lieu, ajouter des notions, des informations psychologiques sur tout ça. On a une phase sexo, qui est vraiment une phase ensuite pour vraiment beaucoup plus sur la sexualité et l'intimité, donc comprendre la sexualité, comprendre les impacts des abus sexuels, mais aussi retrouver du pouvoir sur notre propre sexualité. Une phase artistique, on a une art thérapeute qui s'occupe de vraiment utiliser des outils d'art-thérapie pour l'expression de soi. La phase pleine conscience, donc vraiment, je l'ai dit, c'est quelque chose d'extrêmement efficace pour pouvoir vraiment
du moins se réguler en quelque sorte, là, pouvoir vraiment se voir monter dans ses émotions. Donc, on aide les hommes par rapport à ça et, pour développer une vision, une action juste en lien avec leurs valeurs profondes. Et la phase gestion de la colère et pleine conscience. Donc, on reprend des éléments de pleine conscience, mais cette fois-ci en lien avec la gestion de la colère. Les hommes, vous pouvez le deviner, c'est souvent la colère qui va arriver beaucoup plus rapidement que la tristesse, par exemple, chez les femmes. Bien entendu, j'y vais dans les stéréotypes, là, mais c'est ça. Tu sais, donc, vraiment, les hommes, c'est soit tendance à vouloir beaucoup plus exploser, mais il y a quand même une grande partie d'hommes aussi que c'est vraiment une colère qui est vraiment inhibée, qu'ils ont vraiment de la difficulté à y toucher, qu'ils la ressentent même pas. Donc, on les aide aussi à juste pouvoir percevoir dans leur corps les petits signaux qui disent qu'ils peuvent ressentir de la colère pour y toucher de plus en plus et, mais en même temps de pouvoir l'exprimer de façon saine. Donc, que ce soit parce que la personne explose un peu ou que, ou que c'est pas assez. Donc ça, c'est nos groupes. Ça, c'est vraiment ce qu'on a historiquement toujours offert. Mais on fait aussi d'autres types d'ateliers divers, mais surtout, on offre des suivis individuels de 20 rencontres d'une heure. Ça, c'est vraiment l'autre service très populaire que les hommes vont utiliser. Donc, vraiment un service, un suivi classique qui est aussi disponible en art-thérapie. Quand la personne a terminé, elle peut aller faire un suivi de 20 rencontres avec l'art-thérapeute. On a des cafés rencontres pour les membres, donc pour socialiser, des soirées thématiques. On offre des soutiens pour les proches, ça c'est vraiment tout nouveau. En fait, on avait déjà des soirées d'information, ce qu'on faisait, donc 2 soirées de 3 heures avec les proches des victimes d'abus sexuels pour vraiment les outiller par rapport à comment les hommes vivent les abus sexuels, comment les aider, les accompagner. Mais ça, c'est tout frais, tout nouveau. On va offrir maintenant aussi des suivis individuels de 7 rencontres avec les proches. Donc, que ce soit un ami, un conjoint, une conjointe, quelqu'un qui se dit proche d'un homme qui a été abusé sexuellement pourra recevoir des services avec nous. C'est offert en anglais et en français et tous nos services sont gratuits. Autre chose, je le disais déjà, mais je le redis, notre nom porte un petit peu à confusion. On va le changer légèrement. On n'est plus juste un service qui aide les hommes qui ont été victimes d'abus sexuels à l'enfance. Maintenant, on le fait peu importe l'âge. Donc, c'est un service qui existe aussi pour les hommes qui ont été victimes à l'âge adulte et les groupes sont à venir. Je le disais, on est une équipe multidisciplinaire, donc sexologie, criminologie, travail social, art-thérapie. Bref, on essaie vraiment de vouloir s'inspirer de toutes les approches qui aident par rapport à l'abus sexuel. Qu'est-ce que c'est l'abus sexuel? Ben, l'abus sexuel, dans la définition pour un abus sexuel à l'enfance, c'est un abus de pouvoir. C'est un abus de confiance, c'est une transgression des limites en position de force en vertu de ses connaissances et compétences professionnelles. J'espère que le son ne dérange pas trop. Il y a des rénovations qui se fait à côté de moi. Mais bon, je vais essayer de rester. Pierre me dit que ça semble être correct. Tant mieux. Donc, c'est ça. Donc, c'est un abus de pouvoir, c'est un abus de confiance, une transgression des limites en position de force en vertu de ses connaissances et compétences professionnelles. Donc, accès au corps de la personne, accès au renseignement personnel. Si on y va un peu plus précisément, c'est un contact ou comportement à caractère sexuel qu'un adulte pose sur un enfant. Ça peut être avec violence, agressivité, mais surtout, ça se fait souvent dans la douceur. C'est-à-dire que la personne va surtout manipuler, va souvent gagner la confiance de l'enfant pour l'amener à pouvoir l'abuser. Mais c'est dans une optique de contrôle et de pouvoir que l'abuseur cherche avant tout d'avoir sur l'enfant. Et donc voilà. L'enfant, dans ce contexte, ne comprend pas ce qui lui arrive et il n'a surtout pas pu donner un consentement éclairé. Les gestes posés ne déterminent pas la gravité des abus, mais les conséquences. Et l'abus sexuel, c'est un abus qui est émotionnel, physique, affectif. Si on y va un peu plus dans concrètement, c'est quoi les gestes à caractère sexuel? On a les baisers non sollicités, bien entendu.
les attouchements, le frotteurisme, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, le harcèlement sexuel, la masturbation, le contact oral génital, la pénétration et la production ou le visionnement de matériel pornographique. Donc, tout ça rentre dans ce qui est vraiment la conception de l'abus sexuel. Nos statistiques au CRIFAS sont quand même intéressantes, c'est-à-dire qu'elles viennent, c'est des statistiques qui ne sont pas scientifiques, je tiens à le dire, c'est-à-dire que nous, on rentre les données de ce qu'on a été en mesure de prendre, mais on n'est pas des chercheurs spécialisés dans le contexte non plus, mais quand même, c'est des données qui sont intéressantes à avoir, c'est-à-dire que quand la personne vient nous voir, on prend des informations qu'on va inscrire dans nos statistiques et elles fluctuent quand même un peu des statistiques officielles du gouvernement. Nous, c'est-à-dire que les hommes qui arrivent nous voir, le genre de la personne qui les a abusés sexuellement, 84%, ce serait des hommes et 16% des femmes. Donc, nous, on voit quelque chose qui pourrait peut-être nous indiquer qu'il y aurait comme beaucoup plus d'abus sexuels commis par des femmes qui ne sont pas rapportés, donc à investiguer. Et sinon, les statistiques au CRIFAS, ben, c'est sûr que là, ça ne prend pas les statistiques des abus sexuels à l'âge adulte parce que c'est vraiment des nouveaux services qui sont là depuis même pas un an pour nous. Mais si on y va des 0 à 18 ans, ben, 14% des abus sexuels se fait entre 0 et 5 ans. La presque majorité, c'est entre 5 et 10 ans. Et sinon, entre 10 et 15 ans, 32%. Donc, vraiment, on voit que les abus sexuels, c'est quand même, du moins quand les abus sexuels vécus comme mineurs, majoritairement, c'est vraiment entre 5 et 15 ans. Je tiens aussi à dire que les statistiques dans ce PowerPoint-là, c'est de 2020-2021, mais ceux qu'on a dans les dernières années sont assez fidèles, ça ne bouge pas beaucoup. Autre chose aussi, souvent on dit que le lien de la personne qui abuse, c'est souvent une personne proche dans les faits. Le mythe de la personne qui abuse sexuellement quelqu'un dans la rue, dans une ruelle avec son manteau, c'est quand même très, très rare dans les faits. Donc, tu sais, le lien de la personne abuseuse, c'est avant tout soit un ami de la famille, une famille élargie, fratrie, père, c'est sûr que inconnu, mère, personne d'autorité, mais dans le fond, surtout si on additionne toutes les personnes qui sont proches, qui ont surtout un lien quand même proche, c'est au moins autour de 80%. Donc, on pourrait au moins dire que la personne qui abuse sexuellement l'autre personne le fait surtout parce qu'il y a un lien privilégié avec la personne, il a réussi à gagner la confiance de la famille, de l'entourage, sinon de la victime et donc se met à abuser la personne dans cette situation de pouvoir, donc soit parce que c'est une personne qui a une plus grande maturité, qui a plus de connaissances, qui est vraiment dans une position où est-ce qu'elle peut vraiment euh, utiliser l'enfant à ses besoins. On retrouve quand même un peu ces éléments-là, ou du moins dans les abus sexuels en général, pas juste à l'enfance, c'est majoritairement aussi des proches. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, généralement, va surtout être quelqu'un de connu pour la personne qui en est victime. Les hommes qui viennent nous voir, ça aussi, c'est très intéressant, c'est-à-dire que 71% des personnes, des hommes qui viennent nous voir ont un problème de dépendance à l'alcool, de toxicomanie, de jeux compulsifs ou tout autre type de dépendance. Donc, on voit vraiment que quand ils viennent nous voir, ils sont souffrants. Et très souffrants au point qu'ils ont vraiment essayé toutes sortes de choses pour essayer d'aller mieux. Ils n'ont pas réussi. Et quand ils arrivent nous voir, c'est parce qu'ils ont dû piler beaucoup sur leur orgueil, sur ce que un homme doit rester fort, un homme, ça doit toujours être indépendant selon les codes sociaux qu'on véhicule souvent vers les hommes. Donc, quand ils arrivent pour nous voir, ils ont vraiment souffert longtemps et ils ont besoin de l'aide immédiatement. Donc, d'où le fait qu'on voit que la dépendance, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les stratégies qu'ils ont utilisées pour essayer de pouvoir aller mieux. Et donc, les statistiques au PRIFAS, les autres qu'on a, c'est que 35% d'entre eux ont déjà eu des idées suicidaires par le passé, qu'elles soient récentes ou vraiment lointaines.
et 39% ont commis des tentatives de suicide dans le passé. Donc, on voit que c'est quelque chose, 39% parmi les 35. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup parmi ça. Et je pourrais même rajouter que, là, on parle de pensées suicidaires claires, mais des envies de disparaître, de ne plus être là ou que leur vie ne compte plus beaucoup, ça pourrait faire quand même gonfler, si on veut, cette statistique-là, si on le mettait si on élargissait un petit peu le concept. Mais quand même, au moins une personne sur trois a eu des pensées suicidaires dans le passé. On parle de une personne sur quatre pour dépression, toutes sortes d'autres problématiques de santé mentale, 30%, ou sinon les diagnostics TPL, bipolarité. Donc ça, c'est toutes des choses qui ressortent beaucoup aussi dans la souffrance des hommes qui viennent nous voir. Donc, on peut mettre trois problèmes majeurs qu'on voit souvent pour les hommes. C'est que la demande d'aide des hommes, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile encore pour eux, autant à cause des codes de la masculinité. On va voir ça dans quelques instants. Il y a des difficultés en lien avec la socialisation masculine et le manque d'adaptation des services aux réalités masculines. Donc, je vais y revenir un peu plus en détail sous peu. On va y aller avec l'identité masculine et les masculinités. Donc, qu'est-ce que l'identité masculine et c'est quoi la ou les masculinités? Si on y va un peu plus dans identité masculine, ben, c'est le processus par lequel la propre identité du garçon est définie en fonction de ses aspirations, de ses buts, de ses valeurs. C'est un sentiment profond d'appartenir au sexe masculin. Et l'enfant se construit son identité masculine et un processus qui permet à l'adolescent d'acquérir un rôle masculin. Donc, c'est vraiment quelque chose que dans la masculinité, c'est quelque chose qui se construit, qui est vraiment qui se fait de façon, qui est sociale et qui peut différer selon les sociétés, bien entendu. Donc, c'est vraiment là, c'est là que l'enfant en tant que garçon qui s'identifie comme garçon, va se construire tout au long de sa vie. Si on y va avec les masculinités, ben, c'est l'expression publique de son identité masculine. Ça correspond à l'ensemble des croyances sociales et culturelles qui déterminent ce qu'un homme doit faire ou non. Donc, on est beaucoup plus comme dans les stéréotypes quand même, si on veut, d'où le fait qu'on peut parler de masculinité au pluriel parce qu'elles peuvent différer selon la conception des personnes de ce qu'ils devraient faire ou non. Et c'est culturel et socialement des traits de personnalité qui sont rattachés au rôle masculin. Donc, exprimer socialement ces traits de personnalité se rapporte à la masculinité et renforce l'identité masculine. Plus un homme va s'identifier vraiment au stéréotype de masculinité et qu'est-ce que ça devrait être, plus il peut se retrouver quand même enfermé dans un rôle qu'il doit porter. Surtout si c'est vraiment une conception très rigide, où est-ce qu'on va voir qu'il y a des côtés plus toxiques, ce qu'on entend par moment, la masculinité plus toxique. Moi, je dirais plus la masculinité traditionnelle. Et donc, ces codes de masculinité, de conséquences, de la masculinité ont des conséquences. Et la masculinité, dans sa forme traditionnelle, Michel Doré, lui, avait vu vraiment trois critères qui ressortaient. C'est-à-dire qu'un homme, pour se définir comme homme, va avoir trois autres choses qui vont s'opposer, en quelque sorte. Il ne doit pas agir comme un enfant. Donc, ça veut dire que c'est autonome, ça ne dépend de personne. Je n'ai pas nécessairement d'autres exemples qui me viennent en tête, mais on pourrait surtout dire comme deuxième point qu'un homme, c'est pas une femme, donc tout ce qui est identifié comme étant plus féminin, un homme qui va vraiment adhérer fortement à ce code de masculinité-là, va vraiment vouloir rejeter. Donc, si une femme, c'est plus exprimer ses émotions, ben, un homme, ça ne doit pas exprimer ses émotions. Si une femme, ça va chercher de l'aide ou que ça se montre plus dépendant des autres personnes, ben, un homme, au contraire, ça doit être indépendant. Donc, il ne faut vraiment pas, dans ces critères-là, avoir des traits plus féminins.
Et troisième point, c'est ne pas être homosexuel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dans la masculinité traditionnelle est vu comme négativement. Donc, on peut faire des liens avec la féminité, mais justement, ne pas être homosexuel. Donc, si cet homme-là qui a été abusé par un autre homme, ben, ça vient entacher son identité, ou est-ce qu'il se dit, ben, est-ce que si j'ai été abusé sexuellement à l'enfance, ça fait de moi un homosexuel? Ben, ça vient un peu entacher ce principe-là. Donc, vraiment, ces trois postulats-là, quand la personne y adhère beaucoup, ça peut avoir une valeur, ça peut être quelque chose de très difficile à pouvoir porter. Les conséquences probables des abus sexuels, les spécificités qu'on retrouve chez les hommes, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses qui ressemblent beaucoup pour les abus sexuels pour les femmes, mais les hommes sont plus enclins que les femmes à minimiser l'impact de l'abus sexuel, donc ils vont faire à semblant que c'était pas si pire ou juste nier les conséquences. Et ils sont plus susceptibles que les femmes d'avoir leurs parents qui minimisent également l'impact des abus sexuels. Donc, quand ils en parlent pour la première fois, souvent, les parents vont soit dire on n'en parle pas ou ils vont dire que c'est pas si grave. Donc, déjà là, quand ils en parlent à une personne de confiance, ils peuvent se faire invalider sur ce qui a été vécu. Puis ça peut être un autre traumatisme qui peut être très difficile à porter. Ils seront plus enclins que les femmes à ressentir de la colère et de la rage dans les premiers stades de rétablissement, alors que leurs sentiments de douleur ont tendance à faire surface plus tard. Donc, vraiment, la tristesse, c'est quelque chose qui va revenir un peu plus tard. C'est traditionnellement un peu le contraire chez les femmes, beaucoup plus la tristesse, puis ensuite la colère qui va venir par la suite. Les hommes sont moins enclins que les femmes à considérer les expériences sexuelles précoces de leur enfance comme étant de nature abusive. Mais c'est encore plus le cas si c'est une femme qui a abusé d'un garçon. Donc, socialement, ça arrive souvent que évidemment, les choses changent, hein, mais c'est quand même un stéréotype qu'on a souvent entendu dire que si un garçon est abusé, ben, du moins va coucher avec son professeur ou une femme plus âgée qu'elle, ben, il y aura beaucoup plus d'approbation pour dire bravo, tu as eu des expériences, c'est vraiment super pour toi, tandis que pour lui, il a juste vécu une situation abusive. Tu sais. Donc, d'où le fait que justement, il y a tellement comme cette conception que les hommes doivent avoir de la sexualité, ce qui fait en sorte que des fois, ils peuvent eux-mêmes moins réaliser qu'ils ont vécu un abus sexuel. D'autant plus si c'est une femme qui l'a commis. Ça engendre beaucoup de problèmes autour de l'identité sexuelle masculine et des questionnements autour de l'orientation sexuelle. C'est quelque chose qui vraiment touche des zones très, très sensibles pour eux. De dire, ben, est-ce qu'il m'a choisi parce que je suis efféminé? Est-ce qu'il m'a abusé à cause que finalement je suis homosexuel à l'intérieur de moi? Mon Dieu, en plus, j'ai eu du plaisir sexuel. Donc, tout ça, c'est des choses qui viennent vraiment profondément affecter les personnes. Puis c'est tellement lourd à porter, ça va tellement à l'encontre de l'identité masculine que pour certains, ils vont garder le silence tellement longtemps, voire des décennies. Heureusement, les choses commencent à changer, mais reste que c'est quelque chose que historiquement on voit souvent. Il y a aussi des problèmes au niveau des stratégies habituellement utilisées par les hommes pour gérer leur détresse et ainsi que les divers événements stressants qu'ils doivent confronter. Donc, d'où le fait que des fois, ils veulent aller mieux, mais utilisent des stratégies qui ne sont pas nécessairement les plus adaptées. D'où le fait qu'il y a beaucoup de dépendances qui peuvent ressortir aussi quand les hommes ont beaucoup de stress. Et donc, les mythes qu'on voit véhiculés dans la société, c'est que les garçons ne peuvent pas être victimes d'abus sexuels ou encore peut-être que c'est quelque chose qui est beaucoup plus d'actualité, mais quand même, si on y va de façon plus large, un homme victime d'abus sexuels, c'est encore quelque chose qui est très difficilement accepté. T'sais, moi-même, quand je me présente à des personnes que je parle de mon travail, les gens vont comme hein, un homme qui a été victime d'abus sexuels, ça semble quelque chose qui est presque impossible. Un homme, au contraire, ça va agresser, mais pas être abusé, et encore moins par une femme. Donc, il y a beaucoup encore de ces mythes, de ces préjugés qui existent à propos des abus sexuels.
Deuxième mythe, les garçons abusés par un homme sont homosexuels, vont le devenir. C'est des choses que les hommes qui ont été victimes sont hantés par ça très souvent. Ils ont vraiment peur de pouvoir, de se dire, est-ce que je vais devenir? Est-ce qu'il m'a choisi parce que je suis féminin, etc. Le garçon qui a eu une érection a consenti à l'agression sexuelle. Donc ça, encore une fois, gros mythe. C'est-à-dire que le corps réagit à un stimuli. Donc, si vous prenez une plume, que vous décidez de vouloir juste toucher votre bras avec, vos poils vont se redresser, vous allez sentir des choses vraiment sur votre bras, mais c'est la même chose pour les organes génitaux. Donc, quand on stimule un pénis, une vulve, ben, il va avoir réaction. Et ça se peut que le garçon, même s'il ressent de la peur, qu'il ne voulait pas avoir d'abus, qu'il voulait pas avoir d'activité sexuelle, ben, il peut avoir érection et là, il se met à penser qu'il a consenti à l'agression sexuelle. C'est la même chose chez les femmes. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec ça. Un homme sait se défendre. Donc, s'il était garçon, mais souvent, il va se dire, ah, j'aurais dû me défendre. Même chose pour les abus euh, à l'âge adulte. Un homme se dit, mais comment ça que je me suis fait abuser sexuellement? Ça n'a aucun sens. Je devrais savoir me défendre. Mais le corps et surtout le système nerveux autonome réagit plusieurs façons. Quand on vit un stress énorme, puis que on peut se mettre à figer et à paralyser devant une situation qui est stressante, d'où le fait qu'on n'est pas en mesure de pouvoir se défendre dans ces moments-là. Et cinq, un homme ne peut pas être agressé sexuellement, je l'ai dit, quelque chose qu'on voit souvent encore aujourd'hui. Selon l'étude de dévoilement de l'agression sexuelle, une analyse thématique, il y a eu 3 niveaux de facteurs nuisants ou limitant le dévoilement chez les hommes. Le niveau 1, c'est barrière personnelle. Donc, déjà là, la personne va intérioriser énormément de honte, des mécanismes de protection, peut-être même une immaturité du développement, ce qui fait en sorte que déjà, la personne se sent tellement honteuse de porter ça qu'il va juste pas vouloir en parler. C'est vraiment quelque chose qui est très, très fréquent. Et la honte, c'est quelque chose qui est souvent travaillé avec les hommes qui arrivent devant vous. Le niveau 2, c'est vraiment une famille dysfonctionnelle. Donc, si déjà là, c'est un oncle qui abuse ou même un parent, ben, ça peut arriver que l'autre parent va vouloir dire on étouffe ça, parle-en pas, ou juste faire semblant de pas voir, de pas croire à la victime. Il peut y avoir des dynamiques de pouvoir, des peurs, des répercussions. Donc, si j'en parle, ben, ça va juste aggraver encore plus les choses. Et troisième niveau, c'est vraiment le stigma social. Donc, si j'ai été abusé sexuellement, je suis homosexuel ou je vais devenir moi-même un agresseur sexuel. Le manque d'infos sur la sexualité, voire des manques de services, c'est quelque chose qu'on remarque quand même qu'il y a des services qui manquent pour les hommes. Et d'autres choses qu'on remarque, c'est les exigences des codes de la masculinité traditionnelle versus les exigences de la relation d'aide. On peut vraiment les voir vraiment comme deux choses qui viennent se confronter ensemble. Donc, imaginez-vous un homme qui a vraiment, qui doit être autonome, indépendant, qui doit être fort, jamais exprimer ses émotions, versus aller en relation d'aide et devoir exprimer ses émotions et tout ça. Et donc, un homme, c'est indépendant, stoïque, il est dans l'action, il évite les conflits, il nie sa douleur, c'est quelque chose qui est pas si important. Il veut voir persister indéfiniment, donc même si ça ne fonctionne pas, continuer à essayer de faire les choses jusqu'à temps qu'à un moment donné, il va pouvoir avoir le contrôle là-dessus. Et sinon, tout connaître, hein. Il connaît ces codes-là, c'est quelqu'un, les hommes savent qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils ont les réponses à tout. Tandis que les exigences de la relation d'aide, ben, être indépendant, puis la relation d'aide, ben, c'est aller chercher de l'aide. Déjà là, on voit que ça ne fonctionne pas vraiment. C'est un peu comme être dépendant de l'autre, se montrer vulnérable. Être stoïque, ça va évidemment en contradiction avec exprimer ses émotions.
L'agir-faire, ben, il faut être plutôt introspectif, tu sais, vraiment réfléchir beaucoup plus à son monde intérieur, essayer de vouloir comprendre ses sensations, ses émotions. C'est quelque chose qui est vraiment difficile, hein. Les hommes, souvent, ils ont besoin d'avoir des actions concrètes pour pouvoir bouger les choses, essayer d'aller avoir des trucs concrets pour avancer vite. Ils veulent éviter les conflits, tandis que là, on parle vraiment du problème en tant que tel, de leur souffrance. Ils veulent nier la douleur, mais là, ils sont confrontés. Ils veulent persister indéfiniment, mais il faut reconnaître les choses qui ne marchent pas, les échecs en quelque sorte. Puis plutôt que de dire qu'on connaît tout, mais il faut admettre son ignorance. Donc déjà là, on voit que tout ça vient vraiment en contradiction au fait d'aller chercher de l'aide. Si on va un peu plus loin, ben, les hommes sont amenés à vouloir avoir une vie privée plus cachée, avoir le contrôle, sexualiser l'intimité, montrer ses forces, exprimer sa fierté, être invincible. Tout ça, ça va à l'encontre de, au contraire, se dévoiler dans sa vie privée à quelqu'un, renoncer au contrôle. L'intimité, c'est pas nécessairement sexuel, donc on peut être intime, parler de choses vraiment très profondes, mais c'est pas nécessairement lié à la sexualité. Donc, vraiment une espèce de difficulté à dissocier les choses. Il faut montrer ses faiblesses, expérimenter la honte. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Et être vulnérable, ça aussi, ça va à l'encontre des postulats qu'on voit à propos des hommes. Bien entendu, encore une fois, je le répète, c'est vraiment dans les stéréotypes de la masculinité, mais plus quelqu'un adhère à ces codes-là, autant les hommes que pour les hommes que pour les femmes, si un homme adhère vraiment à tous ces principes-là, ça va aller vraiment à l'encontre d'aller chercher de l'aide, etc. Les attitudes spontanées des services envers les hommes, ben c'est ça. C'est pour faire un lien avec ce qu'on vient de voir, mais les exigences de la masculinité versus les réactions des dispenseurs peuvent aussi clasher en quelque sorte. Donc, un homme, ça va être dans la performance, mais un homme qui est dans la performance, on peut percevoir ça comme si l'homme cherche juste la réussite ou qu'il veut gagner à tout prix. Donc, vraiment, essayer de... Il faut un peu avoir en tête que les hommes ont une certaine spécificité, des fois à prendre en considération. Et donc, il faut vraiment voir que derrière une attitude de performance, il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui cherche juste la réussite, c'est juste une espèce d'élan naturel qu'il peut y avoir des fois au début. Les hommes sont plus amenés à répression des émotions, mais ça peut être vu comme éviter le travail sur les émotions. Donc, plutôt que de se dire, ah, il ne veut pas travailler sur lui, il évite de parler de ces choses, c'est juste que des fois, c'est vraiment dur de parler des émotions pour un homme, de se montrer vulnérable. Pleurer, c'est quelque chose qui est immensément difficile pour beaucoup. Moi-même, j'ai des difficultés à pouvoir me laisser dans le dans la vulnérabilité de cette façon devant des gens que je ne connais pas. Donc, il ne faut pas nécessairement voir le fait que l'homme se coupe de ses émotions comme quelqu'un qui évite de travailler là-dessus. C'est juste que des fois, le lien de confiance doit se faire sur beaucoup de rencontres. Ça peut prendre 10 rencontres. Des fois, c'est même les 20 rencontres qu'on voit qu'à la toute fin du suivi, la personne commence vraiment à se sentir beaucoup plus à l'aise à parler de ses émotions, puis d'aller vraiment plus dans l'abus sexuel. Donc, ça prend du temps, selon où est-ce que la personne se situe par rapport à ses émotions. L'exigence de la masculinité, éviter le féminin en soi et les réactions, ben, c'est de s'ajuster au féminin, exiger un modèle féminin d'aide. Euh, c'est traditionnellement, et ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est que les femmes consultent beaucoup plus que les hommes en général. On s'entend, il y a beaucoup de choses qui appartiennent aux hommes d'aller chercher de l'aide, mais quand même, il y a en même temps l'effet, je ne sais pas si on pourrait dire paradoxal, mais c'est que des fois, les services sont peut-être un peu plus ajustés pour ce que ça donne, ajustés pour une clientèle plus féminine. Donc, du moins, c'est ça. Des fois, il peut y avoir des méconceptions que pour un homme, ben, c'est seulement pour les femmes, ou du moins, il y a aussi en même temps des choses à ajuster dans les services qu'on donne pour les hommes. Les exigences de la masculinité, être pourvoyeur, centré sur le travail.
Et les réactions des dispenseurs de services, ne pas les impliquer dans des situations concernant les enfants. L'exigence de la masculinité, c'est l'autonomie et en même temps, les réactions, donner moins d'informations si la personne est vraiment dans une posture d'autonomie. Donc, au contraire, des fois, il faut juste comme voir qu'est-ce que la personne peut faire pour vraiment d'avoir des actions concrètes sur qu'est-ce qu'elle peut faire dans l'immédiat pour aller mieux, mais en même temps, tranquillement pouvoir aller avec de l'information pour pouvoir l'aider par rapport à ce qu'il vit. Des fois, il faudrait que ça fasse vraiment plus des liens avec des situations concrètes pour que ça puisse vraiment fonctionner dans les informations qu'on peut donner. Les exigences, c'est ça d'ouvrier seul versus ne pas aller ne pas aller au-devant, attitude bancale. Donc, faire attention à ça. Les exigences de prouver sa masculinité versus réagir au comportement. Donc, c'est sûr qu'un homme, ça peut faire plus preuve de colère, généralement, que des femmes. Évidemment. Donc, des fois, il ne faut pas non plus. C'est sûr que des comportements violents, c'est jamais acceptable. Ça, c'est sûr et certain. Mais des fois, il faut être capable de tolérer un peu cette, comment on dirait ça, cette intensité que certains hommes peuvent avoir. Au début, ils ont beaucoup de colère, ça a l'air vraiment d'être une rage. Il ne faut pas nécessairement avoir. Il ne faut pas se laisser intimider trop par ça. Si la personne reste respectueuse, qu'elle reste dans les cadres de ce qui est vraiment respectable pour votre suivi ou le groupe, des fois, juste tolérer cet inconfort-là qu'on peut nous-mêmes ressentir comme intervenant, mais ça aide à pouvoir, à laisser à l'homme pouvoir être lui-même et pouvoir éventuellement vous faire confiance, puis cette colère-là peut s'atténuer aussi avec le temps. Je suis désolé pour le bruit si vous l'entendez, là. Moi, je trouve pas ça très agréable, mais je ne suis pas en contrôle de ce qui arrive à notre immeuble. Donc, bon, les exigences et valorisation de la force et de la violence et réaction, la peur de tout miser sur la protection des femmes et des enfants. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose qui est acceptable, la violence, mais du moins quand il y a de la colère, comme je le disais, c'est de ne pas se laisser intimider par ça. Ça arrive aussi qu'il y a eu de la violence dans son histoire, mais ça peut ne pas réarriver. Donc, vraiment, il faut miser sur l'homme aussi qui a du pouvoir sur sa situation. Et donc, quelques pistes d'intervention auprès des hommes qui arrivent devant vous, qui ont été victimes d'abus sexuels. C'est un homme qui ne comprend pas ce qui se passe pour lui. Vraiment, il n'y a pas de mots pour les sensations qui viennent à l'intérieur de lui. Il se trouve fou depuis des années, voire des décennies. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à exprimer ses émotions avec des mots, qui a tenté plus d'une fois de se faire entendre sans succès, sans résultat. Donc, il a utilisé vraiment toutes sortes de stratégies, mais à tort ou à raison, mais il n'a pas réussi à obtenir l'aide qu'il a obtenue. Bien souvent, ces demandes d'aide antérieures ont échoué, donc, et cette personne-là, donc, a aggravé sa situation problématique en tentant de la régler seule. Il y a souvent une faible estime de lui-même, est en crise, voire en urgence suicidaire, ne s'identifie pas comme ayant des problèmes de violence, puis qui ne sait même pas qu'est-ce que c'est la violence psychologique. C'est quelque chose qui est tellement comme banalisé souvent dans son milieu qu'il ne fait pas la violence équivaut à frapper, en quelque sorte, là. Donc, des fois, ils n'ont pas nécessairement cette notion-là et n'a pas toujours trouvé sa motivation interne au changement. Donc, vraiment, si on y va vraiment dans les stéréotypes, souvent, c'est ce qu'on voit vraiment des hommes plus dans la cinquantaine, soixantaine qui arrivent devant vous. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Ça tend à changer aussi, ce qui est des très bonnes choses. Beaucoup plus d'hommes commencent vraiment à toucher à beaucoup plus leurs émotions ou quoi que ce soit, mais quand même, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui viennent vraiment mettre des bâtons dans les roues pour les hommes qui eux-mêmes aller chercher de l'aide, voire les services, des fois, ne sont pas toujours les mieux adaptés pour la réalité masculine. Donc, les attitudes à avoir, c'est d'écouter sans porter de jugement, idéalement, en respectant le rythme de la personne. C'est de croire ce que l'homme vous dit, très important. L'homme qui va venir vous dire qu'il a vécu des abus sexuels, croyez-le, parce que il y a tellement dû piler sur ses émotions, son orgueil, que croyez-le quand il arrive devant vous. Si vous lui dites qu'il ne croit pas, ça se pourrait que vous étiez sa seule porte qu'il essayait de pouvoir ouvrir et il va
peut-être plus vouloir en la chercher. Donc, vraiment, croyez-le, validez ses émotions, même si des fois ça pourrait sembler absurde qu'un homme puisse avoir été abusé sexuellement, même à l'âge adulte, même si c'est par une femme, c'est des choses qui existent. Encourager ses forces. Les hommes ont besoin de se faire rappeler, puis ils ont aussi des qualités et ils sont très durs envers eux-mêmes. Donc, encouragez-les sur ses forces, pour que ça va les aider à pouvoir être plus dans l'action. Être supportant, aller chercher de l'aide aux besoins pour soi et aider-le à se déculpabiliser. Des fois, ça, c'est vraiment un suivi au complet. Ça peut être des fois que ça, vraiment les amener à plus se sentir coupables de ce qui est arrivé. Ils ont tellement honte de ce qu'ils ont vécu. Ils ont honte par moment d'avoir vécu du plaisir ou de ne pas s'être défendus ou toutes sortes de choses. Donc, il y a beaucoup ça qui va être là-dedans, qui va être et il y aura beaucoup de rage qui va venir aussi avec ça envers la personne qui l'a abusé. Respecter ses limites et les autres, ça c'est sûr que ça va être quelque chose à travailler avec ces hommes-là. Donc, vraiment de voir, ben, étant donné qu'ils ont vécu dans un milieu souvent très dysfonctionnel, ils n'ont pas pu avoir de propres limites personnelles. C'est dur pour eux de voir vraiment jusqu'à où ils ont des besoins puis comment les faire respecter. Bien entendu, respecter les besoins des autres, les limites des autres aussi, ça c'est quelque chose qui peut être à travailler avec ces personnes-là qui n'ont jamais vraiment appris à en avoir. Et quelques pistes d'intervention en 10 points. Ben, c'est d'être sensible aux dimensions de genre. Évidemment, il ne faut pas rester que collé là-dessus, mais ça se pourrait que vous soyez éventuellement amené à travailler avec un homme qui est beaucoup plus dans les stéréotypes de masculinité. Il y a plein de force là-dedans aussi, dans cette masculinité traditionnelle, mais évidemment, il y a beaucoup de freins pour eux. Donc, être sensible à ça. Voir les hommes comme étant d'abord des êtres humains, bien entendu. Porter une attention particulière aux réactions contre-transférielles. Donc, c'est-à-dire vous, quand un homme se dévoile devant vous, ben, c'est sûr que si pour vous, c'est quelque chose de très difficile de travailler auprès des hommes, déjà à la base, ben, c'est correct de juste reconnaître ça puis de vouloir orienter vers quelqu'un qui pourrait peut-être mieux pouvoir aider. Mais sinon aussi, ne serait-ce que de recevoir des informations sur un abus sexuel, ben, des fois, sans s'en rendre compte, on se met à réagir sur notre chaise, on se met à reculer un peu. Donc, c'est toutes des petites choses que, sans s'en rendre compte, la personne devant nous est très sensible à ça, puis va vouloir peut-être s'arrêter, ne plus vouloir se dévoiler. Donc, évidemment, le but, c'est pas d'être parfait puis d'avoir aucune réaction. C'est correct d'avoir du dégoût, c'est correct d'avoir certaines réactions, mais soyez quand même attentif aux réactions que vous pouvez avoir. Reconnaître l'inconfort dans la demande d'aide des hommes, porter une attention particulière à la prise de contact. Donc, c'est ça. Ils pillent sur leur orgueil. Prenez ça en considération pour ces hommes-là. C'est important de le soutenir, de le responsabiliser, de donner du pouvoir et de protéger. Proposer un cadre d'intervention clair, structuré et concret tout en gardant l'accent sur les émotions. Les hommes, souvent, peuvent avoir des difficultés avec les cadres. Au début, ils vont les tester. C'est pas de même pour tout le monde, mais quand même, on voit qu'il peut y avoir un certain test du cadre professionnel. Donc, vraiment, assurez-vous de l'avoir vraiment clair sur le nombre d'absences ou toutes sortes de choses à respecter. Au début, c'est peut-être un peu difficile pour les hommes de les respecter, mais éventuellement, ça devient vraiment sécurisant pour ces hommes-là. Donc, vraiment, plus le cadre est vraiment mis en place, clair, ben, ils savent à quoi s'attendre et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très aidant pour eux. Capitaliser, miser sur les forces, contrecarrer la honte, et briser l'isolement affectif. Donc, c'est sûr que les accueillir dans leurs émotions, dans leurs affects, ça les aide beaucoup. Les amener à pouvoir socialiser avec d'autres personnes, idéalement. Si c'est possible, d'adapter vos services un petit peu par rapport à ça, si c'est possible. Agir rapidement, ça c'est sûr que ça serait quelque chose d'idéal. Un homme souvent aura besoin d'aide immédiatement. Donc, autant que possible de pouvoir agir rapidement serait bien, d'être proactif
et prendre soin de soi comme intervenant aussi. Ça, c'est sûr que c'est fondamental. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement facile de travailler avec des hommes qui sont plus dans la colère, dans la rage ou qui vont aborder des aspects concernant les abus sexuels. C'est correct d'avoir des limites. C'est correct aussi de les nommer pour dire comme, écoute, pour moi, c'est quand même un peu difficile ce que tu me racontes. On n'est pas obligé d'aller dans tous les détails puis de vouloir juste ralentir les choses. C'est correct aussi pour ensuite, au besoin, référer vers une personne qui va juste pouvoir prendre le dossier et l'accompagner par rapport à ça. Donc, vraiment, c'est correct d'avoir des limites comme intervenant aussi. Tant que, en même temps, vous avez une posture de respect, de bienveillance et que vous croyez la personne qui vient vous voir, déjà là, vous faites l'essentiel du travail quand même avec ces personnes-là. Et donc, ça m'amène déjà à la fin de ce petit topo. Donc, ce serait une occasion pour pouvoir poser des questions. Je vais laisser Pierre me guider par rapport à ça. C'est bon. On a un petit 10 minutes pour prendre des questions. Il y en a déjà qui sont dans la zone de clavardage. Donc, Maurice Olivier, je te les adresse. Donc, au CRIFAS, est-ce que seulement des intervenants des intervenants masculins? Non, on est mix. Tu sais, généralement, ben, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans la profession de relation d'aide. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'avoir des hommes qui viennent travailler, mais heureusement, on a réussi à atteindre quand même une parité. Donc, c'est à peu près 50-50. C'est bon. Il y a Rachel qui pose la question, est-ce que les personnes qui viennent à vos services sont obligées de suivre toutes les phases du processus d'accompagnement et d'intervention que vous offrez ou ils peuvent prendre ça à la pièce? Je dirais que la seule chose, c'est que, ils doivent passer par phase 1 que j'avais décrit, qui est vraiment la phase d'intro. S'ils veulent faire du groupe, ils doivent commencer par ça, mais ils ne sont pas obligés de faire les autres phases qu'ils veulent faire ensuite. Et ils vont vraiment selon leurs besoins. Donc, il n'y a pas vraiment d'obligation. Ben, il n'y a pas d'obligation de prendre nos services déjà à la base. Mais tu sais, on va essayer vraiment de voir c'est quoi leurs besoins, du genre, est-ce que c'est plus en individuel qu'ils veulent commencer ou c'est plus le groupe qu'ils ont besoin? Donc, on évalue ça. Mais la personne ensuite n'a pas de chemin fixe qui peut aller. Il peut commencer par suivi individuel, art-thérapie, aller en groupe, recommencer l'individuel. Donc, c'est toutes des choses qu'ils peuvent refaire éventuellement. C'est ça. Mm. OK. C'est bon. Il y a Brunel Joseph qui pose la question également, à savoir si les personnes que vous recevez proviennent de l'ensemble de la composition de Montréal, c'est-à-dire des communautés culturelles, ou c'est Mm. majoritairement blanc, ou il y a des personnes des communautés culturelles qui frappent à votre porte Mm. pour avoir des services. Mm. Bonne question. Je n'ai pas de statistiques. Il y a sûrement des statistiques dans notre organisme. Fait que ce serait à voir. Je dirais que traditionnellement, c'était surtout dans les dernières décennies, c'était avant tout des hommes québécois, francophones qui venaient dans nos services après tu sais, avoir gardé le silence pendant 40, 50 ans. Donc, c'était surtout ça. Maintenant, ça tend à changer de plus en plus, donc d'avoir plus de diversité en termes de milieu culturel, mais aussi notre population à nous, notre service tend à rajeunir. Donc, il y a beaucoup plus de jeunes qui viennent dans nos services. Donc, ça tend à changer. On voit plus ça. Mais je ne connais pas les statistiques par cœur, malheureusement. OK. Il y a Myriam qui est allée visiter votre site Internet là, durant ta présentation, qui dit, Oui. bon, vous avez une ligne 24/7, une ligne téléphonique 24/7. Euh, Non, non, ça c'est peut-être une erreur. Notre site Internet est vieux. On est sur le point d'en avoir un nouveau qui va être beaucoup plus agréable à voir. Mais non, on n'a jamais eu de ligne 24 heures. C'est plus qu'on réfère à une ligne qui est info-aide violence sexuelle. Ça, c'est la ligne 24 heures qu'on va vraiment mettre même quand on nous appelle. Si la personne est en dehors de nos services, qui s'est ouvert, du moins qu'on est fermé dans les heures où est-ce qu'ils nous appellent, il peut quand même pouvoir peser sur le numéro, être transféré à InfoAide Violence Sexuelle, qui est 24 heures, qui sont des intervenants spécialisés, super formidables. Donc, ils ont au moins ça en attendant. OK. Bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a Catherine qui pose la question? Adressez-vous ou offrez-vous un suivi au niveau de l'utilisation des substances, au niveau du jeu aussi compulsif, ou c'est seulement auprès des réalités que les hommes ont vécues au niveau de leur agression sexuelle?
Nous, on est vraiment spécialisé pour l'abus sexuel. C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'autres choses qui peuvent ressortir en cours de route. On va quand même aider un peu aux besoins. Mais c'est sûr que, tu sais, des problèmes vraiment de dépendance aux jeux compulsifs, quoi que ce soit, tu sais, on va vraiment juste référer conjointement avec. Donc, on travaille sur l'abus sexuel. Si la personne a des problèmes de dépendance de toutes sortes, on leur donne d'autres ressources. Des fois, il faut prioriser aussi les dépendances qui prennent beaucoup plus de place sur le moment. Des fois, ça peut impacter sur le suivi. Donc, parce qu'ils touchent à des traumatismes qui sont vraiment très importants, ils se mettent à consommer plus. Donc, des fois, on veut juste s'assurer que ça empire pas les choses. Des fois, on va juste voir avec la personne si elle peut prioriser un peu plus le suivi en dépendance, quand c'est stabilisé, de venir avec nous comme ça l'aide juste un peu plus. Bref, nous, on est spécialisé surtout de l'abus sexuel et toutes sortes de choses qui peuvent ressortir, mais on va rester un peu plus concentré autour de ça. OK. Mm. Il y a une question également aussi, à savoir si vous avez pensé à mettre en place des services, des groupes pour les hommes gays et bisexuels. C'est une excellente question. En fait, nous, l'orientation sexuelle, c'est pas quelque chose qui va faire en sorte que vous soyez plus dans nos services. C'est-à-dire que tout le monde, tout homme, toute personne qui s'identifie comme homme, ça, c'est quelque chose qui fait partie de nos critères. Mais ensuite, l'orientation sexuelle, c'est autre chose. C'est-à-dire que tout le monde est accepté à partir de là. Donc, si la personne est homosexuelle, bisexuelle, hétéro, pas d'importance, tu es le bienvenu dans nos services. Et on va aussi on a une politique de respect. Donc, vraiment, l'homophobie, c'est quelque chose qu'on ne va pas tolérer. C'est sûr qu'en individuel, vous pouvez deviner que quelqu'un de très stéréotypé va peut-être avoir plus de propos homophobes, mais si en même temps, on va recadrer, travailler là-dessus. Mais en groupe, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va vraiment s'assurer que le respect soit là. Donc, la personne qui arrive à faire du groupe est rendue à un moment où est-ce que aura pas de difficulté à avoir des personnes homosexuelles, bisexuelles et autres. Donc, vraiment, il y a ce cadre-là qu'on veut avoir pour avoir le respect de tous. C'est bon. J'y vais avec les questions qui sont formulées dans la zone de clavardage. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont toujours avec nous, qui veulent lever la main et prendre la caméra, le micro Mm. pour adresser vos questions. Souvent, c'est des questions qui sont tout autant pertinentes. Donc, levez la main. Déjà, Michel, oui, Michel, je vais te céder le micro. Je pense que tu es en mesure d'ouvrir ton micro. C'est bon? Oui. Merci merci encore pour cette présentation très pertinente. Euh, Quand on énonce, comme vous l'avez fait, que la personne, l'homme qui a été abusé sexuellement, ne sera pas nécessairement un abuseur d'enfants, ne sera pas nécessairement Mm. ceci et cela. C'est appuyé sur des données probantes, j'imagine. Oui. Mm. On n'a pas ces données-là, mais c'est une inquiétude qui est assez profondément ancrée chez la personne qu'on reçoit. Et ça serait intéressant d'avoir de la donnée probante là-dessus. Ouais. Oui. Je vais aller par cœur, à vérifier quand même avec les données, mais je sais sûr et certain que la très grande majorité des hommes qui ont été victimes d'abus sexuels en l'enfance ne vont pas devenir des abuseurs à leur tour. Ils ne vont pas reproduire les gestes. On peut, Parce que, il me semble que de mémoire, ce serait 30% de ces hommes-là qui ont été victimes qui vont reproduire des gestes. Ça tourne autour de ça. Mais à vérifier quand même, là, peut-être que je me trompe, mais chose sûre et certaine, c'est la majorité n'en vont pas reproduire. Et on n'a pas identifié de facteurs qui vont conduire une personne abusée à devenir abuseur, des Mm. choses sur lesquelles on pourrait faire de la prévention. Ben, tu sais, je dirais que ça aussi, moi, je travaille moins avec les personnes qui ont reproduit des abus sexuels. On a un projet pilote en ce sens où est-ce on aide aussi des hommes qui ont été victimes à l'enfance et qui ont reproduit des gestes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en branle. Mais de ce que j'ai compris, à vérifier avec des articles scientifiques, mais c'est que souvent, les frontières ont été beaucoup brouillées. Tu sais, où est-ce que la sexualité est devenue quelque chose qui est très peu
où est-ce que c'est rendu quelque chose, où est-ce qu'ils c'est ça, ils n'ont pas appris les frontières, ils vont se mettre à reproduire ce genre de gestes-là comme si c'était quelque chose de banal. Ça, c'est un profil qu'on pourrait voir, mais sinon, c'est sûr que quelqu'un qui est beaucoup plus dans des, dans un profil antisocial, qui va beaucoup plus vouloir chercher la domination, ben ça, ces profils type-là de personnes vont être plus susceptibles à abuser sexuellement les autres personnes, qu'ils aient été victimes que ça a été Ou pas. victime d'abus sexuels à l'enfance ou non. Ouais. Quelqu'un qui va vraiment vouloir beaucoup plus utiliser les gens comme des objets et assouvir leurs besoins, les dominer, ben, ils sont plus susceptibles d'abuser, forcément. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alexandra est toujours là. Oui, dans le fond, c'est une petite question tout simplement pour le territoire couvert. En fait, je me demandais au niveau de la clientèle, parce que bon, moi, je suis dans le Bas-Saint-Laurent, je trouve que le service Mm. est comme très intéressant. C'est sûr que nous, tu sais, on a des services un petit peu moins larges ici, on a des services plus globaux au niveau des hommes, mais tu sais, c'est quelque chose de super commun. Moi, je travaille en réinsertion sociale, alcoolisme, toxicomanie. Puis c'est quelque chose, les gens ont leur parcours, mais c'est quand même des types d'histoires qu'on entend de façon assez récurrente, là. Tu sais, comme, puis en tout cas, j'ai pris en note la ligne d'écoute, là. Je pense que pour Mhm. moi, ce bout-là, mais pour ma question était plus par rapport à vos services, au suivi, y a-t-il des possibilités des suivis, par exemple, en visioconférence, des choses comme ça, là. Fait que je me questionnais. Oui, ben, c'est ça. Nous, on est concentré sur l'île de Montréal au complet. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va être sur l'île, qui va y résider. Toutefois, j'aimerais vous partager une petite ressource fort utile qui s'appelle le RECAS. J'espère que vous voyez mon écran, mais c'est le regroupement des organismes québécois pour les hommes agressés sexuellement. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui a été monté. Et donc, vous pouvez aller dans Ressources et organismes quand vous cliquez là-dessus. Et donc, à partir de là, vous avez tous les autres organismes à travers le Québec qui vont travailler auprès, ou du moins qui sont membres du RACAS, qui est donc des organismes en violence sexuelle. Et si je ne me trompe pas, ils prennent aussi des dossiers par rapport aux abus sexuels pour hommes. Donc, vraiment, je vous invite à aller voir. Ça a été très bien monté, ce site-là. Donc, ROCAS, ROQ has.org. Vous pouvez aller voir là pour d'autres ressources à travers le Québec. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Une petite dernière question, si tu permets, Maurice Olivier, de Edaha. La main levée, là. Donc, Peut-être juste le micro à ouvrir, Eda, si tu nous entends. Edaha, et voilà. Mm. Question assez technique sur l'intervention aussi dans la zone de clavardage. Je ne sais pas, Mhm. Olivier, est-ce que tu veux nous accorder un petit peu de temps encore ou Ouais, je peux encore prendre un petit 5 minutes, ça va me faire plaisir. c'est bon, c'est bon. Donc, je vais essayer de reprendre le fil du clavardage. Ça ne sera pas long, plus ou moins. Jean-François, la reproduction du geste subi, donc dans ce cas-ci, agressé devient l'agresseur qui est saisi par les forces de l'ordre, tombe dans le processus judiciaire. L'approche sur le sujet est donc très différente lorsque ce seuil est franchi. Donc, c'est plus un commentaire qu'une Mhm. question. Oui, puis il y a une grande différence juste aussi entre les gens qui consomment la pornographie juvénile versus ceux qui ont vraiment reproduit un geste sur quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment un des profils différents à distinguer entre ces personnes-là. Donc, mais ça, c'est quelque chose, je ne suis pas spécialiste, donc je ne me prononcerai pas, mais c'est ce que je sais un peu. Donc, vraiment, les gens ils ont des attirances pour les enfants ne vont pas nécessairement agresser des enfants versus un homme qui abuse un enfant n'a pas nécessairement à la base des attirances pour les enfants, mais c'est surtout, avant tout, un besoin de domination, de contrôle sur les autres qui peuvent arriver. Ils ont plus tendance à choisir des victimes plus vulnérables, en quelque sorte, mais encore là, je vous invite vraiment à plus vous renseigner sur des articles scientifiques je dis ça de même de connaissance. OK. Il y a une personne qui pose une question. Est-ce que les personnes qui font l'accompagnement individuel chez vous sont toutes des psychothérapeutes?
Non, tu sais, moi je porte le titre de sexologue, mais c'est pas quelque chose qui est demandé dans nos services. Donc, c'est vraiment intervenant psychosocial de différents horizons. Donc, il y a des gens qui sont psychothérapeutes dans nos services, mais pas nécessairement. Et donc, il y a des travailleurs sociaux, il y a des gens de tout profil, mais c'est pas de la psychothérapie qu'on offre ici. OK. Une petite dernière question, Juliette, qui pose la question, dans un contexte où nous sommes limités dans la prestation de services, mais maximum 5 rencontres, et sachant que le lien de confiance est souvent plus long à bâtir, quel type d'interventions sont à prioriser chez les HAS? Ouais, c'est une bonne question. C'est sûr que hum, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais c'est sûr que tu sais, les référer idéalement vers des ressources qui pourront l'aider. Tu sais, si c'est quelqu'un qui a été victime d'actes criminels au Québec et admissible à l'IVAC, donc tu sais, de l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Et je sais que ça a changé un petit peu la loi en dehors du Québec dans les dernières années, mais au moins, vous pouvez déjà référer vers l'IVAC. Je vais quand même l'écrire dans le chat. À partir de cet endroit-là, ben, il va pouvoir recevoir, en tout cas, surtout si sa demande est acceptée, il va pouvoir recevoir de l'aide de la psychothérapie sur le lien concerné. Donc, si c'est les abus sexuels, il va pouvoir avoir un suivi à long terme à propos de ça. Et il paye jusqu'à 95 environ pour les séances. Donc, ça couvre quand même le 2 tiers généralement. Et donc, déjà là, donner cette ressource-là peut aider. Puis sinon, vous, en tant qu'intervenant dans votre suivi, je dirais, tu sais, peut-être, ben, accueillir la personne, l'écouter avec empathie, croire la personne, faire quelques petites informations à propos des abus sexuels. Qu'est-ce que c'est un abus sexuel? Des fois, ça peut aider d'avoir juste quelques notions, de les ramener, normaliser les réactions intenses qu'ils peuvent avoir par rapport aux symptômes qu'ils portent, que les symptômes qu'ils ont, que ce soit de l'hypervigilance, des cauchemars, la crainte qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes, ben ça, c'est des choses qui sont normales, qu'on a vécu quelque chose d'anormal, comme un traumatisme et les abus sexuels. Donc, des fois, les aider à normaliser leurs réactions, trouver des façons pour les calmer avec la méditation ou des techniques corporelles pour calmer le corps, ça peut aider. Euh, je dirais. Puis c'est sûr que pour ceux qui ont suivi l'approche orientée vers les solutions qui a été présentée la dernière fois, mais c'est sûr que les amener vers des actions concrètes sur leur force, sur qu'est-ce qui fonctionne avec les hommes, généralement, ça fonctionne un peu plus. C'est bon. Juliette, est-ce que tu voulais pour compléter la question? T'es beau? Donc, ça va. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci Hmm. énormément, Maurice Olivier. Ça fait plaisir. Il y a des très bons commentaires aussi dans la zone de chat, là. Félicitations à l'organisation pour la présentation également. Donc, c'est vraiment super fantastique, vraiment intéressant aussi. Donc, puis c'est important de s'attarder aux personnes qui rencontrent ces réalités-là. Donc, vraiment beaucoup. Donc, pour les personnes qui restent avec nous, un mot pour vous dire que vous allez recevoir un courriel d'ici la fin de la semaine avec la présentation, l'enregistrement de la vidéo, puis un petit sondage d'appréciation sur l'activité de cet après-midi, de ce midi. Donc, la prochaine activité va avoir lieu le 29 mai prochain. Ça va être la dernière de la saison avant l'été. Donc, il va porter sur l'anxiété de performance qui va être donnée par Nadine Giroir de la Santé publique de Montréal. Donc, Super. on vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vous souhaite une belle fin de journée. Puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions des fois aussi. On Oui, va vous adresser j'ai là. j'ai mis mon courriel Maurice Olivier en un mot, .saunier@commercialcrifas.org. Si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre, ça va me faire plaisir. Évidemment, dans un moment que je suis disponible. Mais donc, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. C'est bon. Merci beaucoup. Oui, Myriam? Je voulais juste savoir, au niveau de la coordination de vos services, parce que je viens d'envoyer pendant la présentation un courriel à vous, Monsieur Brassard, en pensant que vous étiez cordeau du CRIFAS, est-ce que c'est correct, c'est le cas ou je suis mieux de passer par Monsieur Saunier? C'est mieux de passer par Maurice Olivier. Moi, je suis Parfait. coordonnateur du RAIN. Ah, OK. Je vous Bon, en ai ben, j'ai bien répondu fait de quand même. préciser,
Donc, Ouais. Maurice Olivier, tu auras un courriel de ma OK. part. Deux Donc, en fait. juste référer au courriel que j'ai écrit. Donc, alors, Parfait. moi, je Merci. dois y Belle aller. présentation. Bonne journée. Merci. Ça me fait Merci, M. plaisir. Olivier.